Alors, ben, écoutez, je pense que c'est une belle intro et en préambule du coup de ces fameux case studies. Donc, ce soir, on va étudier le cas, un cas du coup que vous avez réalisé, si je me trompe pas, en collaboration avec Meta, donc Facebook, c'est ça, si je Ouais. me trompe pas. Euh, Alors, par qui est-ce qu'on commence du coup? Qui est-ce qui va commencer à présenter son écran et ça dérouler ses slides, ses Bah, je assets? vais, yes, je vais commencer à parler un peu du coup du Ouais, projet dans sa globalité pour ok, situer un peu le concept de base. Et puis bah, yes. après, on va commencer après à rentrer point par point et puis bah, même dans le côté technique de chaque petite partie pour vraiment comprendre comment ça fonctionne, quoi. Ok, vas-y, je te laisse. Yes, c'est celui-là. Vous voyez mon écran là? C'est bon, ouais. C'est bon. Du coup, bah, pour ce petit projet, déjà, je voudrais faire un petit coucou quand même à la prod qui était derrière, parce que du coup, on était une douzaine, je crois, à travailler dessus. Donc voilà, donc c'était pour les remercier, parce que du coup, ce projet se fait pas que à tous les trois. On était une petite bonne équipe, et puis bah, chacun a apporté son talent et ses capacités pour créer ce petit projet. Donc voilà, petit big up à tout le monde. Et puis pour continuer, en fait, ouais, ce projet, il était assez intense parce que du coup, on a eu entre guillemets 2 mois pour le faire. En vrai, on a commencé à mi-octobre et il fallait que ce soit prêt pour fin décembre. Ok. Donc il y a eu un vrai taf de tout le monde. Donc ça s'est bien goupillé. Et puis bah, justement, comme je disais tout à l'heure, tout le monde a apporté sa petite pierre à l'édifice pour que bah, justement on soit fier derrière de créer ce genre de projet, alors que, enfin, je vais le dire plus tard, mais la réalité virtuelle, c'était pas quelque chose qui était inné chez nous. Enfin, tout le monde ne fait pas de la réalité virtuelle tous les jours, donc Ouais. il faut trouver ces petites astuces pour que bah, au final, on arrive quand même à faire un projet qui fonctionne, quoi. Donc voilà, un petit big up à l'équipe. Pour parler ensuite plus concrètement de ce projet, donc le pitch que nous avait donné Meta de base pour le côté réalité virtuelle, c'était que du coup, ils ont envie de démultiplier l'utilisation de cette VR à travers des solutions comme le web, parce que du coup, ça, c'est pas une application, c'est vraiment un site dédié directement dans le navigateur de l'Oculus. Donc voilà, l'idée, c'était de créer ce petit site web. Et puis, bah, du coup, c'était en collaboration avec l'Alt National Gallery, qui est située à Berlin, qui faisait une exposition en fait d'un artiste là, Jordan Erdmann Hummel. Faut pas que je, je prononce mal son nom et son prénom. Donc c'est un peintre allemand en fait dans des années 1800, qui faisait pas mal de peintures. Comme vous avez pu le voir en fait, des peintures assez proches de la photographie. Ok. Euh, Comme tu vois là, tu vois donc ça c'est l'œuvre augmentée, parce que vous le verrez plus tard, on a fait en fait dans ce site expérience une œuvre, on a reproduit cette œuvre en 3D pour pouvoir se balader dedans. Mhm. Tu le vois, le Johan, pardon, Hermann Hummel, était très fort dans tout ce qui est réflexion, jeu de lumière, ombrage, alors que c'est de la peinture, quoi. Enfin, même pour des moments de vie, tu vois, qu'il pouvait y avoir dans les années 1800. Donc, à travers ce site-là, il voulait, à travers les projets les œuvres de de Johann pardon, Hermann Hummel, il voulait quand même retranscrire cette photographie. C'est pour ça aussi que du coup, dans la partie expérience du site, on peut retrouver ce mode photographie pour créer chacun sa propre petite photo de l'œuvre et au final, bah, créer l'œuvre augmentée de ce cadre. Ok. Donc Et voilà. juste une question, alors je t'interromps rapidement. Ouais. J'ai peut-être manqué, je suis désolé, je surveille le chat en même temps. Yes. Comment est-ce que ce type de projet vous arrive, entre guillemets? Est-ce que c'est des gens que vous connaissez? Est-ce que c'est, je sais pas, une autre agence qui vous démarche? Comment ça se passe exactement? Eh bien, en fait, c'est avec Greg, enfin toute notre équipe d'avant-vente, Nora, Matt, etc. Je pense que du coup, ils ont reçu le brief. Enfin, Greg vous répondra au mieux sur ce sujet, mais l'idée, c'est de poser un brief. Enfin, il nous pose cette idée-là et nous, derrière, on répond en fait à ce brief avec cette idée de galerie, etc. Et du coup, derrière, ils acceptent ou non
le projet, quoi. Ok, ok. Je te laisse continuer, Zoé, c'était une question, c'était comme ça. Yes. De toute façon, Après, vous inquiétez pas, c'est comme je l'ai expliqué, c'est une discussion, on est là, on ouais, déroule, je vais vous couper plein de fois, il y a des fois il va se passer des choses dans le chat, etc., pas de etc. souci. Nous, après, tu vois, ouais, on est vraiment, ce qui est cool quand même, c'est quoi? Nous, on est vraiment dans la prod et justement, avant que ce projet arrive, on a toute cette équipe qui sait ce qui va nous faire kiffer, en fait, quel projet va, va, va- bah, quel projet on a envie de faire, entre guillemets. Ok, Donc c'est pour ça aussi que ils nous font confiance là-dessus et c'est ça qui est génial, quoi. ouais. Je vois que Greg, alors je ne l'ai pas rappelé au début évidemment, mais nos trois invités, Romain, Anthony et Flo, sont dans le chat, donc n'hésitez pas à leur poser des questions. Il y a également Greg, qui est directeur de prod, qui est présent du coup dans le chat, donc allez-y, posez vos questions, ils répondront au fur et à mesure, soit de façon orale si c'est possible, ou alors par écrit. N'hésitez pas. Et du coup, Greg Meta est venu nous voir pour nous confier le projet, tout simplement. Je sais, Yes. je sais pas si je pensais pas que ça se ferait aussi simplement, mais c'est pourquoi pas. C'est très cool. Mais du coup, le gros du challenge, en vrai, ouais, de ce projet, donc Meta, en fait, donc ils ont l'Oculus Quest 2. Donc, Yes. donc le gros, donc c'était cette idée de travailler sur la réalité virtuelle. Et c'est quelque chose, ouais, qui est là depuis quand même qui est pas mal d'années. Mais après, on l'utilise pas au quotidien comme on peut utiliser, tu vois, le web au quotidien là pour notre travail et même pour n'importe quoi maintenant. Donc, bah là, l'idée c'est que du coup, ce casque de réalité virtuelle, on peut l'utiliser directement. Bah tiens, je vais dans mon navigateur. Il y a une exposition justement, tu vois, sur Johann Hermann Hummel. Je peux la visiter directement chez moi. Et puis, bah, la valeur ajoutée de ce projet-là, vous allez voir, c'est que du coup, on ne s'est pas cantonné non plus à un univers qui pourrait ressembler à la vraie vie. On a essayé de créer tout un monde justement avec ce ciel ouvert, etc., Mhm. qui justement n'existe pas et qui bah, fait la valeur ajoutée en fait de la réalité virtuelle. Je pense aussi du coup à ce mode caméra photo, à cette création justement aussi augmentée d'une œuvre d'art qui existe depuis du coup maintenant 3 siècles. Donc c'est tout ça aussi qui fait la force de la réalité virtuelle, c'est que du coup tu peux créer et même te baser sur des choses déjà existantes pour en approfondir et pour donner encore plus de choses par rapport à ce qui avait été commencé en version physique, quoi. Ok. Donc c'était très fort, quoi. Mais sauf que du coup, côté créa, donc j'étais avec Thomas en fait en collaboration. Ce qui est cool maintenant, ouais, c'est que du coup, vu qu'on a une équipe de créa un peu plus étoffée, on a la chance de pouvoir être en duo souvent pour démarrer les projets et même pour après continuer tout ce qui est design et tout. Donc là, du coup, on était tous les deux sur la phase de conception et d'idée du X, tout simplement. Et donc le gros challenge, c'était ouais, cette version XR, mais du coup, il fallait aussi que ça puisse fonctionner sur web. Donc du coup, direct, on a posé les bases pour la XR et pour le web version. Parce que du coup, pour naviguer tout simplement en fait en réalité virtuelle, tu peux regarder autour de toi, alors que sur le web, tu es face à un écran et tu dois utiliser ta souris, quoi. Ouais. Donc du coup, trouver cette dualité sur chaque interaction, fallait réfléchir. Et puis, même si du coup pour le web, c'était beaucoup plus rapide pour nous, puisque du coup, c'est quelque chose qu'on connaît, quoi. Donc voilà, mais du coup, direct pour la réalité virtuelle, on a posé les premières interactions qu'on pouvait faire du coup sur les manettes. Et puis très rapidement, en fait, ça c'était vraiment pour poser la base pour avoir un prototype, parce que derrière, du coup, on s'est rendu compte avec Flo qu'il fallait tout de suite avoir un prototype pour pouvoir utiliser les manettes et tout pour se dire ok en fait non on va plutôt utiliser Y pour faire ceci alors que finalement il aurait fallu utiliser la cachette de derrière quoi. Donc en fait du coup c'était Flo qui nous a vite fait un petit prototype et juste pour finir quand même pour cette dualité c'était juste pour parler aussi en fait que du coup même en termes de design il fallait qu'on réfléchisse à cette dualité justement pourquoi enfin en termes de composition de lisibilité ouais d'interaction D'interface. d'interface fallait du coup que ça fonctionne sur les deux
Mhm. mais en même temps que la partie web ou la partie XR ne soit pas, comment dire, laissée de côté, quoi. On Ah, voulait bien sûr. vraiment avoir une expérience web cool et aussi une expérience XR cool. Fallait pas, du coup, tu vois, en fait, ok, la typo bold, elle est stylée en XR parce que bah, elle est ultra visible, lisible, pardon, et c'était obligé d'utiliser de la bold. Mais utiliser de la bold pour du web, ça aurait peut-être fait un peu trop massif par rapport à l'œuvre. Donc, du coup, on est resté sur quelque chose de beaucoup plus léger. Mais il y avait toujours cette dualité à prendre en compte du début à la fin, que ce soit côté design ou côté XR. Ça fait un peu penser, je trouve, à la même problématique qu'on rencontre, mais encore plus importante et plus imposante, je dirais. Ça me fait tout à fait penser, en fait, à, justement, au responsive ou au Ouais. mobile first, quoi, où tu te dis, en fait, des fois, selon telle ou telle expérience, il peut être plus ou moins opportun de faire tel et tel choix. Mais là, j'ai l'impression que c'est encore plus accentué dans votre cas. Comment est-ce que, ben, Flo, du coup, toi, tu peux avoir, j'imagine, aussi un retour en tant que dev, comment est-ce que tu vis ce genre Ouais. de dualité? Bah, ce truc, en fait, faut le prendre en compte très tôt, en fait, dans la conception. Ok. Euh, Parce qu'après, il y a des choix simples qui sont jouables à faire pour adapter lui sans que ça en pâtisse, en fait, en termes de rendu. Mhm. Donc, dès le début, en fait, c'est hyper important de prototyper et voir, en fait, ce qui est possible de faire. Parce que surtout d'autant plus que, bah, on va en reparler un peu plus tard, mais en WebXR, t'as pas l'HTML, t'as pas l'HTML ni le CSS. Mhm. Donc, en fait, toute l'UI, t'es obligé de la faire en WebGL. Euh, du coup, il y a vraiment des choix à prendre en compte, en fait, des décisions et des discussions. Et ça passe par des discussions avec le design pour justement réutiliser un maximum de choses. Mais à quel moment on met des images, à quel moment on dessine des géométries, ce genre de choses, en fait. Donc c'est Mhm. vraiment le truc, c'est de le prendre en considération dès le début, en fait, dans tout le process de conception et de design surtout. Ok, Ouais. ça roule. Ok, ok. Est-ce que tu avais d'autres points au niveau présentation, du coup, Romain? Ouais, je voulais vite fait rapidement poser le mood en fait du sujet parce que du coup en fait c'était une exposition physique qui avait lieu du coup à Berlin Mhm. du 20 octobre au 22 février, un truc comme ça. Et du coup ils avaient posé en fait cette affiche qui nous a pas mal parlé, notamment en fait pour la typographie en fait du projet. Parce que du coup en fait donc le nom de cette expo c'est Magic Reflection. Donc je vais pas le dire en allemand, sinon Ne te vous risque allez pas. vous risquez de galérer à comprendre. Mais du coup, c'est cette idée de reflet, enfin tout ce qui caractérise en fait les œuvres de JEH. On a essayé aussi de le retranscrire sur un peu partout dans le style du site. Et c'est pour ça en fait qu'on a réutilisé cette typo. En fait, c'est une typo classique, mais qu'ils ont étirée et qui est un peu plus sexy, je trouve, en étant étiré comme ça. Et direct, cette typo ouais, nous a parlé et on s'est dit, vas-y, il faut qu'on crée quelque chose, faut qu'on crée un objet 3D avec cette typo, pour que ce soit vraiment l'entrée du site et comprendre un peu, justement, jouer avec les codes de miroir, de reflet, de jeu de lumière. Et direct, du coup, on est parti de ça. On a posé ce concept magnifique sur Photoshop avec deux, trois photos montage pour dire vas-y, est-ce qu'on ferait pas une énorme pièce comme ça pour rentrer à l'intérieur de ce musée et après, du coup, en ligne de mire, au fond, on voit l'œuvre augmenter pour donner envie d'aller la voir, quoi. Donc, on avait posé ça et puis le client nous avait dit que ça serait cool enfin, que ce serait cool, qu'il ne fallait pas représenter le musée en tant que tel, parce que je pense que même en termes derrière de notre côté, s'il fallait modéliser exactement l'entrée avec ses colonnes et tout, avec les dômes, etc., on aurait perdu un temps fou. Mais l'idée, c'était de créer un lieu imaginaire qui se sépare de ça. Et du coup, on est parti sur un petit mood board beaucoup plus à la fois simple, mais en même temps beaucoup plus parlant, beaucoup plus enfin, euh, moderne pour vraiment se séparer de ce musée.
Donc on a posé ce petit mood board avec ces petites photos. Pareil niveau lumière, on voulait vraiment ce ciel ouvert avec ces petits ombrages, je sais plus comment on appelle ça là, des sortes de pergolas, non, je sais pas, enfin, je sais plus comment dire. Ouais. Je suis pas du sud moi, donc j'ai pas trop de soleil. Attention, parce que attention avec le sud, hein. Il est très bien représenté voilà. dans ce stream, je préfère te le dire. Et du coup, plus ça allait, plus il y avait aussi ces jeux de ciel un peu rosé avec ces lumières naturelles. Et du coup, pour aller plus loin, pour l'œuvre augmentée aussi, on réfléchissait déjà à une pièce en tant que telle, parce que du coup, c'est l'œuvre qu'il faut aller voir. Donc, on avait tout de suite cette idée d'avoir un espèce d'amphithéâtre qui la met vraiment en avant. Et ce côté aussi symétrique qui permet vraiment du coup de se concentrer sur l'œuvre en plein milieu de cette room. Et on commençait aussi à avoir ces prémices. Je sais que Flo va en parler aussi parce que c'était un gros challenge pour lui. C'est cet effet de miroir qu'on pouvait avoir aussi sur le sol qui nous plaisait et qu'on a essayé de mettre en place. Oui, puisque Et pour couronner le tout. Ouais, pardon. j'imagine, excuse-moi, que quand tu dis défi, c'est alors défi technique pour le réaliser, mais défi technique surtout pour rester optime, j'imagine, non? Exactement. Je suppose. Bon, on va pas empiéter sur la partie suivante, mais voilà, ok. Yes. Non, ouais, et puis bah, juste pour finir, donc ça c'était la petite cerise aussi sur le gâteau. On sait que c'est pas forcément les choses les plus évidentes à mettre en place, mais pour continuer vraiment du coup dans cet univers un peu poétique, un peu iridescent, bah, il y avait vraiment ces jeux de lumière et d'effets d'aberration chromatique qui viennent vraiment du coup finaliser du coup ce monde virtuel qu'on crée autour des œuvres de JEH. Donc voilà un peu, ouais, ça c'était vraiment pour présenter en fait le mood board et l'aspect de quoi on voulait partir pour arriver ensuite après à commencer à créer, produire la petite architecture après du musée, puisque du coup l'idée derrière c'est de vous montrer un peu ça comment on a mis en place ce musée et puis après justement cette collaboration avec les devs et c'est le moment où normalement je passe la main à Anto. Juste, du coup, juste très rapidement, avant de te laisser enchaîner, du coup, on a une petite question dans le chat qui est intéressante, et puis juste après, en fait, je me rends compte que ça serait peut-être bien de montrer quand même une fois le résultat final, histoire de bien s'imprégner du projet. On a une question de JB qui dit la validation créa, est-ce qu'elle se faisait par Meta ou par le musée, du coup? C'était avec Meta. Meta faisait vraiment le rôle de, enfin, j'aime pas trop dire ça, mais d'agence qui gérait le projet dans sa globalité. Ouais. Et après, du coup, elle envoyait c'était le maître musée. Ok. Ouais, et elle envoyait au musée, du coup, et le musée faisait ses retours aussi, bien évidemment. Mais du coup, on avait quand même Meta qui gérait vraiment cette relation du coup de validation, et c'était eux aussi qui nous indiquaient un peu certaines directives. Enfin, c'est un gros mot. Ils nous indiquaient ils nous donnaient des directives parce qu'au final, on n'a quasiment pas eu de retour. Ouais. Si ce n'est, du coup, oui, à un moment, ce sera plus sur la partie design. C'était vraiment l'utilisation du dégradé un peu qui ressemble au final au branding d'Oculus. Et puisqu'on était parti avec Thomas sur d'autres couleurs. Mais au final, ça va aussi dans le sens de ces jeux de lumière, etc. Donc, hormis ça, ouais. En tout cas, voilà. Je le présente du coup très rapidement, histoire que quand même on ait en tête le résultat final, c'est quand même important. Ouais, carrément, c'est vrai qu'on ne l'a pas montré. Ouais, je me dis c'est un peu la base, mais bon, tu sais, des fois ce stream ça part un peu en vrille. Donc du coup, voilà, on se trouve effectivement dans un mode un peu féerique, un peu poétique. Donc tout ce que vous voyez comme mouvement est calé sur mon scroll, parce que là on n'est pas du coup en mode VR, on est en mode desktop normal, ok. Ouais. Et donc, c'est ce que tu disais, après il y a ces différents tableaux avec certains dans lesquels on peut rentrer, c'est ça? Exactement. Il y en a qu'un seul et c'est celui qui est vraiment, tu verras plus tard, ouais, dans la pièce principale. Ouais. Là, juste là, tu vois qu'il est vraiment tout seul dans son Alors, coin, je vais te entre dire, guillemets. Mais... tout l'art du spectacle, tu vois, et notamment quand tu fais du stream, c'est de
de happer tout ce genre de détails. On dit oui, oui, on peut tous y rentrer dedans. Et tu cliques vraiment juste sur celui qu'on peut rentrer, tu vois. Et puis boum, comme ça, les gens, ils sont là, waouh, ils sont trop forts. Ok, donc du coup, c'est celui-ci. Je rentre à l'intérieur. Ok. Et Ouais, là, donc, si on avait demandé à Agathe de faire trois paintings, enfin plus Ouais. de trois parce qu'il y en a six, réaliser 6 paintings en 3D, je crois qu'elle elle aurait pas, ouais, tu elle aurait pas m'étonnes. Non, accepté. mais tu m'étonnes. Non, franchement, c'est un taf qui est assez dingue et arriver à recréer tout ça. J'en parlais avec Sin qui est dans le chat et qui est une personne qui a depuis le début, fait depuis pas mal de temps en tout cas sur le stream et c'est assez dingue. Lui, alors lui, l'a testé du coup en VR et il disait c'est assez dingue en fait de recréer tout un tableau comme ça paraît assez ouf quoi. Et donc du coup après on peut se déplacer à l'intérieur, c'est ça. Est-ce que c'est quelle touche du coup? Ce sont les flèches ou c'est les... Tu cliques un peu comme Street View en fait. Ah yes, Tu ok, on y cliques, est. Ok, tu te balades en fait. ok. Et donc là, si Tac, j'ai ouais, envie de voilà. faire une petite photo de ce personnage, tac, j'ai possibilité. Je Exactement. peux Et même là, changer. du coup, tu peux te balader. Ouais, tu peux changer. Et puis bah là, tu peux t'orienter un peu pour cadrer ta photo. Tu peux Ok. zoomer. Tu peux changer un peu la colo. Ouais, une bonne tête de Tu champion. peux, tu peux la contraire. Ouais, voilà. Allez, souris mon Exactement. gars. Tac. Et voilà. Ok, parfait. Donc ouais, voilà, ça c'est ce mode photo. Et puis bah après, ouais, l'idée c'est d'avoir ce petit wall communautaire pour que chacun Mhm. ait sa photo en fait dans ce wall participatif. Ok. Donc tout Et ça, donc c'est des voilà. contributions en fait des gens qui sont venus, Ouais, qui ont Sur le site, participé. ouais. Ok. Il n'y Ouais. a pas, y a pas de fake. C'est pas vous qui avez. non, Non, bah comme tu peux voir, pas c'est des de magnifiques PNG. photos en plus là. Donc Ouais, je vois qu'effectivement, ça met bien en avant. Et il y a des champions du Zoom comme moi, apparemment. Ok. Ok, yes. ça roule. Et donc après, du coup, on peut revenir en fait sur l'expérience de base et se balader Tout à fait, finalement ouais. dans ce musée. Oui, parce que tu Voilà. as, pas mal d'œuvres à découvrir, donc du coup, Ouais, tu peux, comme tu es, sur un musée à 2 étages, du coup, il y a peut-être des recoins que tu n'auras pas vus, donc ok, c'est assez intéressant de faire l'aller-retour. ok. Justement, ouais, cette dualité, comme je disais tout à l'heure, en fait, c'est que ouais, sur web, on voulait vraiment quand même créer ce pass de caméra pour que la personne, elle voit quand même tout ce qui se passe en fait dans ce musée, quoi. Parce que dans la réalité virtuelle, du coup, la personne, elle peut se balader où elle veut en se téléportant, mais du coup, c'est sûr, elle peut. Et puis, bah, c'est beaucoup plus libre en fait que la personne se balade toute seule avec les manettes. Là, on voulait aussi quand même créer cette histoire en web pour avoir ce pass, pour vraiment contempler le lieu aussi en tant que tel qu'on a créé. Mhm, Et justement, on a l'impression, tu vois, là qu'on va voir l'œuvre qu'il y a au bout. Et en mhm. fait, non, on fait une feinte, on monte à On droite tourne. pour voir les autres œuvres, en fait. Mais Ok, c'est ça qui est intéressant, c'est ce mix entre, on crée des choses en 3D, mais derrière, on va les rendre interactives, et du coup, c'est vraiment tu vois, le dev et la 3D qui sont liés. On va créer ce pass en 3D, mais derrière, il est repris de manière interactive par Pierre Lepers qui a bossé sur le musée. Et donc, c'est super intéressant parce qu'à n'importe quel moment, tu es guidé, mais en même temps, tu peux regarder tout autour de toi. Donc, ok. c'est pas mal, quoi. Comme ça, on est sûr que les... Ouais, excuse-moi. Non, non, pas de problème. Le lieu, par contre, hein, c'est pas une reproduction de quelque chose qui existe, c'est créé de toutes pièces, on est d'accord? Ouais. C'est Ouais. créé toute pièce. Après, je vais y venir juste après, si tu veux, Ouais, ouais, bien sûr. pour vraiment montrer le découpage. Mais oui, il a été créé toute pièce à partir d'inspiration, de références, mais il a été créé de zéro. Ouais. Ok. On a joué aux architectes. Ouais. Ouais, bah, j'imagine, ouais, vous avez dû avoir pas mal de taf quand même. Puis arriver à représenter ça et à faire en sorte en fait que finalement ce soit la représentation qui est aussi votre client, c'est ça qui est pas évident quoi quand tu pars from scratch. Ouais. Donc voilà, ok. Alors écoutez, très rapidement, parce que c'est quand même important, c'est l'instant de pub. Très rapidement, je vous partage mon écran. Donc la chaîne, du coup, qui existe depuis pas très longtemps, je crois que ça fait quelque chose comme un mois à peu près. Et c'est ici en fait que je poste l'ensemble des vidéos et des replays. Vous n'aurez pas de replay Twitch. Tous les replays sont postés en fait sur la chaîne, donc n'hésitez pas. Vous tapez point d'exclamation YouTube dans le chat et vous faites entrer et vous verrez que le lien apparaîtra. N'hésitez pas à aller vous abonner. Je rattrape un peu tout mon retard parce que en gros on a 9 ou 10 mois de stream que je dois monter. Donc voilà, vous avez du Merci Michel, Studio
Fabio Tsubo, Thomas Tagvorian de chez Pure et Maison, Florian Zumbrun, Bruno Simon qu'on a posté très récemment. Donc voilà, si vous voulez aller voir un petit peu tous ces case studies, n'hésitez pas à aller vous abonner. Vous faites point d'exclamation YouTube et puis comme ça vous les verrez tous arriver. Le prochain normalement qui arrive c'est Immersive Garden et après on a Doc Studio, on a Makio 64, enfin il y a que du lourd qui arrive et puis évidemment vous verrez le replay de ce stream que nous vivons en ce moment. Voilà pour la petit moment d'annonce. Du coup, ben Anthony, je te laisse enchaîner sur ta partie. Donc, si tu veux bien, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit découpage pour expliquer le musée Ok. rapidement. Mhm. Et du coup, je vais parler voilà, des différentes, de l'architecture, du lighting, etc. Ok. Et du coup, donc, en fait, ouais, bon, ça tombe bien, ça fait la transition parce que tu t'es baladé dans le musée juste avant en mode real time. Comme ça, Ouais. on va pouvoir voir la construction. Donc, en fait, dans le découpage, en fait, ben, donc, il faut d'abord penser au design d'espace, donc à la modélisation de ce lieu. Donc, c'est un lieu qui n'existe pas, mais on voulait le rendre aussi, on voulait que ce soit une architecture, comme le disait Romain, traditionnelle, mais aussi onirique. Tu vois, que ça nous rappelle un peu ce monde du rêve. Donc, on est dans un musée à ciel ouvert, donc ce qui est peu commun. Et on voulait quand même ramener les codes du musée. Donc, c'est pour ça qu'on a ces petites colonnes, tu vois, qui rappellent voilà, ce qu'on peut retrouver dans un musée en termes d'objets et d'architecture. Et on voulait aussi avoir quelque chose qui soit aérien. Donc, du coup, on a eu l'idée de déconnecter les marches, par exemple. Donc, tu vois, c'est ce qu'on peut voir ici. On a des petites marches, tu vois, sur la gauche, qui sont complètement déconnectées. On a, si je descends un petit peu juste sur un autre visuel, on a ces bancs. Voilà, tous les petits bancs du musée sont faits en lévitation, ce qui peut créer aussi des jeux d'ombre intéressants. Et du coup, on voulait vraiment avoir ce côté minimaliste, mais aussi ramener un peu ce côté rêve, onirisme. Et donc ça nous plaisait bien. Donc du coup, on a essayé de le ramener dans l'architecture. Donc on n'a pas oublié les petites pergolas dont parlait Romain, et qui sont au-dessus, au premier étage. Et du coup, dans la structure en fait de ce musée, donc voilà, on a ces petites arches, on a voilà, ces colonnes, etc. Et tout est basé aussi sur le lighting, parce que du coup, pour amener tout ce côté rêve, vu qu'on est dans un décor un peu minimaliste, très épuré, très blanc, il fallait quand même ramener de la texture, ramener des choses intéressantes, parce que en fait, on peut regarder dans tous les sens dans ce musée. Tu vois, Mhm. on peut être en XR, on peut être avec un casque en VR, donc on ne peut pas se permettre d'avoir un recoin du musée qui ne soit pas éclairé. Donc le challenge, il était assez important là-dessus, de créer un espace. Donc on a voulu le créer aussi à 2 étages, parce qu'on se disait que 2 étages, ça pouvait être intéressant de se dire, ah, tu découvres un peu ce qui se passe sur le rez-de-chaussée, mais ça peut être intéressant de savoir aussi d'avoir d'autres points de vue, c'est-à-dire un point de vue en hauteur, tu vois, où dès que tu es en bas, tu peux aussi regarder les tableaux du maître qui sont un peu au-dessus. Donc, du coup, Ouais. c'est un moyen pour nous de cacher un petit peu, si tu veux, des sections et de pouvoir les redécouvrir après si tu revenais dans le musée. Ok. Donc, voilà, on est parti un peu sur ce côté. Pour éviter aussi ouais. Juste pour éviter aussi cet effet d'aller-retour qu'on aurait eu si on avait fait un simple couloir pour aller voir l'œuvre augmentée puis revenir au début, parce que l'idée c'est vraiment de après en web ou en web, ouais, du coup, si tu continues à scroller tout le temps, ça crée comme un circuit en fait. Ouais. Ça fait pas juste un aller-retour basique. Donc c'est pour ça qu'on a voulu aussi créer cette petite partie secrète Ouais. surélevée dans cette architecture. Ok. Ouais, ça permet d'avoir un parcours un petit peu plus riche pour l'utilisateur. Donc, du coup, ça, c'était un peu pour la partie modélisation. Ensuite, donc bon, voilà, ça c'est la partie un peu technique. On dépile les UV, très important, parce que du coup, comme on va voir, en fait, le musée, quand tu le regardes, en fait, il dépend énormément du lighting, en fait. Et donc, du coup, de toutes ces textures un peu de caustique qu'on va avoir sur les murs. Et donc, du coup, très important de dépiler les UV parce que c'est de cette manière-là qu'on va pouvoir optimiser aussi, c'est-à-dire avoir des zones qui seront plus détaillées dans les night maps, avoir des zones un peu moins détaillées et du coup, vraiment garder de la place dans les UV et pouvoir bien optimiser en real time derrière. Donc, du coup, ça, c'était aussi une phase importante, on va dire, dans la phase de création du musée. Et ensuite, il y a la partie lumière. Donc, la partie lumière, en tout cas, c'était un peu la plus importante pour nous en 3D parce que du coup, c'est vraiment celle qui, selon nous, donne vraiment ce côté aussi rêverie, onirisme, etc. Donc, on a utilisé en fait une technique un peu spéciale qui s'appelle en fait, de mettre des textures dans les lumières, ça s'appelle des gobos. Et en fait, du coup, les caustiques, c'est très long à calculer en fait en 3D en général. Ouais. Quand la lumière passe dans un objet avec de la réflexion, de la réfraction, etc., c'est quelque chose en temps réel voilà, qui est très très long à calculer. Mais si on place des textures dans nos lumières, ben, en fait, ça coûte pas grand-chose parce que ça sera béqué au final.
Et du coup, on peut rajouter autant de caustique qu'on veut, mais en texture. Donc, on a fait ce choix-là de peindre les murs en caustique, si je peux le dire comme ça. Et du coup, donc ça donne, tu vois, c'est ces petits effets de lumière qu'on a derrière les cadres ou sur les colonnes, etc. Et voilà, ou sur certaines des peintures de l'artiste. Et du coup, ça permet vraiment d'habiller, de donner ce côté un peu rêverie et ce côté iridescent aussi dans la lumière. Donc Et ça du veut coup, dire en que, fait, excuse-moi, ça veut dire que c'est vous-même à la main qui êtes allé peindre en fait ces effets de caustique aux endroits que vous vouliez highlighter en quelque sorte. exactement. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait un mélange de textures. Donc, en fait, ces textures-là, donc c'est des sets de textures qu'on peut aussi récupérer. C'est des textures, tu peux prendre en photo des caustiques, les mettre dans ta lumière et ensuite elles vont s'appliquer contre le mur. Et du coup, il faut quand même les retoucher pour que tu aies vraiment. En fait, la texture va vraiment traverser la lumière, tu vois, et s'afficher, se projeter sur les murs, en fait. Donc, les Ok. lumières, en fait, ce pas des point lights, ce sont des projecteurs. Et du coup, avec ces projecteurs, on vient peindre sur les murs. Et c'est pour ça qu'en fait, au final, tu te retrouves avec une cinquantaine de lumières un peu placées un peu stratégiquement dans le musée. Donc, sur la plupart des projets, je bosse avec deux, trois lumières. C'est vrai que sur celui-là, on est obligé d'en rajouter des dizaines parce qu'en fait, tous les recoins du musée sont visibles, en fait. Ouais. Donc, du coup, on ne pouvait pas passer à côté, tu vois, on peut regarder vraiment à gauche, à droite, partout. Donc, voilà, donc ça a été vraiment un travail, on va dire, de texturing, mais avec la lumière, en fait. Donc, c'était Ok. assez intéressant. Et voilà, et ça permet, si tu veux, de créer vraiment ta composition graphique par rapport à tes tableaux, juste en plaçant tes lumières, en les projetant, en fait. Donc voilà, on a utilisé ces techniques-là côté 3D. Et ensuite, on a aussi les matériaux et les réflexions. Donc pour cette partie-là, en fait, je vais parler d'une petite technique, je pense que vous connaissez, qui s'appelle la matcap. Je crois que Bruno Simon en avait parlé dans un précédent. Il a évoqué effectivement enfin, la fois où il est passé en fait finalement. Ouais. Mais Ok. n'hésite pas à réexpliquer parce que c'est toujours intéressant comme technique d'optime. Bah, bien sûr. Bah, du coup, je laisserai Flo plus tard expliquer parce Ouais, il va en parler ça de roule. techniquement comment ça fonctionne. Mais en tout cas, c'était super intéressant, même côté créa, en fait, parce que du coup, pour vraiment créer des réflexions colorées et des réflexions qui soient un peu crédibles, et pour vraiment les peindre, encore une fois, on peut peindre en couleur nos réflexions. Bah, la matcap, c'est parfait parce que c'est une toute petite texture qui peut faire 64 par 64 pixels ou 128 par 128, Mhm. donc qui vraiment ne pèse rien, quoi, et qui peut apporter énormément de réflexion sur un objet comme le titre ici. Et du coup, avec très très peu de ressources, on peut avoir beaucoup de réflexions colorées. Donc, c'était super intéressant. Donc, du coup, on l'a appliqué sur le titre. On a utilisé cette technique au tout début du projet. Donc, c'était assez chouette. Donc, ça, c'est pour le petit tips de la matcap. Et Flo va revenir dessus un peu plus tard. Et ensuite, on a aussi utilisé un workflow PBR standard. Donc là, c'est du classique, mais du coup, c'était quand même intéressant pour nous d'utiliser. Donc là, on a utilisé Substance Painter pour le coup. Et donc, c'est intéressant pour nous parce que du coup, en termes créa, on peut vraiment peindre nos textures, encore une fois, dans le soft. Et côté dev, on peut sortir tous les outputs qu'on veut, en fait. Donc, c'est super intéressant parce que selon les projets, tu peux avoir la même source, par exemple ton tableau, ton pot, etc., et faire ta texture, mais tu peux exporter des textures qui seront dédiées pour du WebGL, pour tu vois, un autre type de projet. Donc, c'est tout géré dans un set de textures voilà, qui vont être sorties pour les devs. Et du coup, je trouve que le workflow est assez chouette. Donc, du coup, on l'utilise vraiment de plus en plus dans nos prods. Ouais. Donc, c'est assez flexible, on va dire. Ouais, c'est quelque chose qu'on avait évoqué, notamment sur d'autres interviews qu'on a eues ici. Bah, c'est cette notion de workflow, surtout sur des technos qui finalement, bon, et certaines sont un peu en devenir, certaines un peu en avance, et puis il n'y a pas vraiment, enfin, c'est pas comme du web que je qualifierais entre guillemets classique, c'est pas péjoratif, mais du web un peu moins créa, où bah, tu as des process qui sont déjà bien définis. Là, j'ai l'impression qu'on est un peu touche à tout, on essaye d'aller explorer certaines choses, etc. On travaille aussi le côté optime. Et puis finalement, le WebGL, c'est quand même une techno qui est plus, je dirais, qui est moins mature, ou qui a moins de vécu en tout cas que du jeu vidéo par exemple. Et donc, effectivement, j'ai l'impression que très souvent, cette question de workflow, d'arriver à faire quelque chose d'optime parce qu'on est quand même dans un contexte de prod finalement, bah, elle est prépondérante. Et donc, bah, c'est toujours intéressant et c'est pour ça aussi, moi, que j'aime bien ces case studies finalement, parce que je trouve que on découvre certains points communs des fois entre les interviews, et puis il y a aussi certaines choses que certains apportent en fait finalement. Donc ouais, je trouve ça relativement cool en fait d'exposer ce genre de choses à tout le monde finalement.
Ouais, je voulais vraiment montrer tout le découpage parce que Carrément. ce qui est super chouette, je trouve, en fait, dans le workflow, c'est aussi que, encore une fois, l'aspect dev et l'aspect créa, c'est inséparable, en fait. Eh Tu ouais, vois, bien sûr, c'est bien sûr. la technique de la MATCAP, c'est Flo qui m'avait montré sur un précédent projet. Et Ouais. du coup, je l'ai utilisé, même en précalculé, en 3D, je l'ai utilisé, la Ouais, MATCAP, tu vois. c'est ce que j'allais te dire, c'est que je sais que aussi il y en a qui l'utilisent même pour optimiser tout simplement dans ton soft 3D. En gros, bah, tu Tout à pré-rends fait. certains trucs et puis après tu peux faire par exemple, enfin, là je pensais plutôt au baking, mais tu vois, pour la matcap, j'imagine que ça doit être la même, tu peux t'en servir directement dans ton soft quoi. Exactement, Mhm. exactement. Et du coup, même pour du précalculé, on peut avoir une bulle, par exemple, très très réaliste avec une MATCAP, parce que c'est une photo au final. Et du coup, tu vas avoir toutes les réflexions alors qu'avec une toute petite texture, Ouais, sans avoir un setup de lighting tout autour, en fait. ouais, ok, Donc, ça roule, mais Flo va en parler un petit peu après aussi. ça roule. Ouais, Et donc, très succinctement. Et donc, du coup, pour finir avec cette partie-là, donc ça, c'est juste pour vous montrer un petit visuel dans Cinema 4D. Ouais. Le workflow qu'on a utilisé, en fait, et je vais venir juste après, c'est on a utilisé Cinema 4D donc pour la partie 3D, création 3D, voilà, pour la partie design, etc. On utilise Redshift pour le moteur de rendu et on a utilisé aussi Houdini. Mais ça, je vais y venir, mais c'est Flo qui va nous en parler plus en détail. Et donc, juste avant de parler de ça, en fait, je voulais juste faire un petit point sur l'animation de caméra, mais tu en as parlé justement, Anto, tout à l'heure. Et donc voilà, c'était juste pour appuyer ce point-là qui était super intéressant. C'est du coup, pour l'animation de caméra, c'est vraiment un workflow qui est complètement mixte en fait entre le dev et l'artiste 3D. Parce qu'en fait, on peut créer ce pass de caméra pour guider l'utilisateur là où on veut en 3D. Ensuite, on va baker la caméra de la même manière qu'on bake nos textures ou nos lumières. Et ensuite, cette caméra va être utilisée de manière interactive. Donc là, c'est Pierre qui a donc contrôlé tout ça. Parce qu'à n'importe quel moment, tu peux t'arrêter sur ce pass et regarder tout autour du musée. Donc c'était ça ce côté intéressant. Encore une fois, c'est guider, c'est-à-dire vraiment avoir une direction artistique sur la caméra. Donc là, il a fallu créer un rig de caméra, mais en même temps, la contrôler de manière interactive. Donc, je trouve ça super intéressant parce que c'est jamais un process qui est fini. Tu vois, on livre les assets et puis Hmm. ensuite, on verra ce que ça donnera. C'est vraiment main dans la main, quoi. Et du coup, ouais, voilà. Donc, du coup, cette animation-là, c'était intéressant, voilà, de voir que c'est vraiment mixte, quoi. Et Ok. ensuite, une fois qu'on a baké tout ça, on passe au baking dans Houdini. Et donc, du coup, là, je vais laisser la main à Flo, mais en tout cas, c'est juste pour finir avec ça. C'est que du coup, dans notre workflow, donc on a décidé d'utiliser Houdini et Flo va vous expliquer pourquoi. Mais du coup, en fait, dans notre principe, ce qu'on voulait faire, c'est vraiment tout créer en 3D. Donc vraiment l'ADA, le design, etc. Dans un logiciel qu'on maîtrise, donc Cinema 4D. Et ensuite, de réimporter cette scène dans Houdini avec tout le même setup de lighting, le même setup de matériaux, etc de manière à pouvoir utiliser toutes les fonctionnalités d'Houdini pour le baking, parce qu'il est excellent pour ça. Et donc voilà, donc on a le même setup, si tu veux, on a la même scène dans Houdini, mais à ce moment-là, on peut vraiment utiliser toute la puissance d'Houdini pour le rendu. On a justement, on continue à parler du coup de cette interview, mais dans l'interview justement de Bruno Simon et Hervé Studio, on a Romain justement de chez Hervé Studio qui nous expliquait que ils avaient eu plus ou moins le même problème, c'est-à-dire qu'eux étaient plutôt habitués finalement à utiliser ces 4D, mais ils reconnaissaient que pour le coup Blender était plus adéquat en matière de export d'assets, de façon de travailler, etc. et de workflow final avant de livrer les assets aux devs. Et donc en fait, ils se sont dit le problème c'est que pour pouvoir bien travailler, il faut quand même être à l'aise sur ton outil. Ils ont essayé sur Blender, mais ils voyaient que c'était un peu compliqué. Et donc ils ont fait exactement la même chose. Ils se sont dit tant pis, on va modéliser sous ces 4D et puis après on va essayer de faire la bascule sur Blender. Et tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que je trouve que c'est intéressant en fait de se dire que il est possible d'avoir des ponts entre les différents, alors qu'ils sont pas forcément évidents, hein, parce que je pense que là on en parle, etc. Ça paraît facile, mais pas forcément évident, mais possible, quoi. Exactement. C'était pas simple parce qu'il fallait aussi qu'on apprenne Houdini. C'est pas un workflow qu'on avait en place depuis beaucoup de projets. Donc, du coup, il a fallu qu'on apprenne en même temps qu'on faisait. Donc, c'est vrai qu'on découvre aussi. Mais Pierre l'utilisait déjà pas mal et Ouais, il était ouais. assez très, très efficace là-dessus. Et du coup, il m'a beaucoup aidé sur comment appréhender le soft, en fait. Et du coup, vraiment, ce qui était intéressant, là, c'était d'avoir exactement le même rendu qu'on a dans Cinema 4D dans Houdini. Parce qu'une fois que tu as le même rendu, au niveau du baking, tu n'as plus de surprise, en fait. Du coup, ouais, je vais reprendre la suite sur Houdini. Donc, comme Anto l'a dit avant,
Big disclaimer, c'est Pierre du coup qui a mis en place tout ça. Pierre qui d'ailleurs est le développeur de Nanogel, qui est la lib qu'on utilise au WebGL en fait, qui se Ok. situe entre le Vanilla et Three.js. Donc c'est une version beaucoup plus allégée d'une librairie comme Three.js quoi. Et du coup c'est Pierre qui a vraiment mis en place tout ça. Donc mais on s'est dit que c'était quand même sympa de vous le partager, de vous montrer ça quoi. Donc je vais essayer de faire au mieux pour vous retranscrire tout ça parce que je suis en train d'appréhender un peu aussi ce workflow donc c'est pour ça. Mais du coup ce qui est ultra important ouais c'est le workflow, le traitement des assets. Et il y a quelque chose qui est ultra important dans les lightmaps, parce qu'au final, c'est ce qui est utilisé. C'est qu'en fait, on va juste récupérer les informations de lumière et les stocker dans une texture, en fait. Et après, ces informations de lumière, ça va être appliqué comme si c'était des lumières temps réel. Euh, et en fait, il y a un truc qui est ultra important dans ces lightmaps, c'est le déploiement des UV et l'association des matériaux aux textures. Et en fait, là, il y a des contraintes assez lourdes qui sont de ne pas avoir d'UV qui se chevauche, vu que les lumières, elles peuvent éclairer différemment partout. Et après, il va y avoir, du coup, là, c'est toutes les lightmaps qui ont été utilisées pour le musée. Et en fait, ça va découper plein de textures différentes et il faut les remapper derrière. Donc en fait, avec toutes ces gestions d'UV, ça peut vite devenir assez galère s'il y a des modifs de mesh qui se font. Donc s'il y a des updates de mesh à faire ou quoi, ça veut dire que derrière, il faut reprendre tout le mesh, tout redéployer. Et en fait, c'est là que Houdini s'intègre parfaitement parce qu'il a un workflow qui est procédural. En fait, il va vraiment prendre un modèle en entrée et ensuite, on va lui appliquer une suite de procédures qui va modifier le mesh et faire des choses. Donc là, vous pouvez le voir ici, en fait. Là, c'est toute la scène du musée qui est pris en input, donc le FBX Canto envoyé. Et ensuite, il y a toutes ces procédures qui sont appelées pour update le mesh, pour le cleaner ou pour ajuster. Et tout le musée est exporté via cet outil, en fait. Et donc là, ce qui nous intéresse ici, c'est le déploiement des lightmaps. Et l'avantage de ce workflow procédural, c'est qu'on peut faire des sélections ensuite et ajuster en fait la taille de certains éléments précis. Donc typiquement, là, qu'on peut voir ici, c'est la taille des pylônes. Elles ont besoin de plus de définition pour avoir une meilleure qualité. Et donc en fait, on peut ajuster à la volée en fait la taille de ces éléments-là. Et donc ça réduit ainsi de suite. Et ensuite, il permet de tout paquer, d'avoir le bon layout et ensuite avec une autre, suite de procédures, on peut assigner ces textures aux bons matériaux et renommer les matériaux à la volée. Et tout ça en non destructif, donc en fait, il suffit c'est un peu comme du code, ça ressemble un peu à du code et c'est assez pratique en fait en termes de workflow. Et derrière en plus, ça permet du coup de le backer via Redshift, qui est utilisé. Et là aussi, donc il y a une autre technique, c'est que du coup, il y a eu 8 ça va générer 8 lightmaps et Redshift, quand il bake, il prend une seule énorme texture et ça faisait crasher en fait, ça faisait crasher le GPU direct parce que ça va faire une texture de 2048 x 8, donc c'était pas vraiment possible, pas vraiment gérable. Et du coup, il y a un nœud qui permet de de cacher les UV, les activer ou non, en fonction de la frame en cours en fait. Donc le baking, c'était un lancement du rendu de cette animation et ça bake chaque frame individuellement pour ensuite avoir ce genre de lightmap à la fin. Et l'avantage de Houdini aussi, c'est qu'il va baker tout ça dans des fichiers UXR et ces fichiers UXR, ils vont contenir aussi la texture, bah, alors là, on voit pas très bien, mais la texture de Beauty, donc qui sont vraiment le rendu global, fini, et beau de comme le rendu précalculé, quoi. Et en fait, on peut aussi, du coup, jouer un peu sur le mix de cette couleur pour revenir booster un peu les couleurs des lightmaps qui sont un peu ternes parfois ou qui peuvent être différentes. Enfin, ça permet d'avoir un autre contrôle plus fin là-dessus. Et du coup, après, c'est appliqué en fait directement en texture de lumière ici. Et ça peut s'ajuster. Oups. Ça peut s'ajuster en multipliant. Et donc après, derrière, il y a une base de réglage qui se fait avec la créa pour avoir le bon rendu en fait. Et c'est vraiment appliqué comme des lumières.
Ok. Et alors, et du coup, vous faites les mêmes. Comment dirais-je? Vous avez. Donc, il y a quand même un contrôle a posteriori, je dirais. On a vu justement sur ton petit GUI que tu as, quand même possibilité de fine-tuner après par-dessus, en fait, quelques trucs supplémentaires. Ouais, oui, et c'est même important parce que il y a des problèmes de gamma space, de color space, qui peuvent être assez compliqués à gérer, Ouais. entre enfin, de ce que j'ai en tout cas, c'est ce que je vois en l'utilisant, donc Pierre a souvent des des réponses là-dessus. Mais oui, c'est les problèmes de couleurs, de colorimétrie qui sont galères à gérer et à avoir vraiment exactement pareil. Donc ça permet d'avoir un niveau de contrôle en plus et il y a forcément un petit delta à un moment qui arrive, ne serait-ce que pour l'env utilisée ou ce genre de choses, en fait. Ok. Donc ouais, s'il y a un réglage qui permet d'ajuster au mieux encore. Ok. Et alors après, parce que qui est-ce qui va venir, c'est quel profil qui va venir fine-tuner? C'est genre Anthony qui en gros avait sa première version entre guillemets ou qui est-ce qui va faire tous ces réglages pour en gros coller au plus à la référence? Ça dépend du binôme parce que généralement, c'est ce genre de truc, c'est un peu ce genre de projet, c'est un peu en binôme que ça se fait, Mhm. avec, un créa et un 3D et du Ok. coup, ça dépend vraiment de donc là, je sais pas exactement comment vous avez travaillé Anto, sur les réglages justement de ces lightmap map. Je sais pas si c'est Pierre qui a directement multiplié ou pas? En fait, Ouais, c'est Pierre en fait. la question Oui. un peu cachée derrière, c'est que souvent j'aime bien savoir comment est-ce que vous arrivez des fois à vous interfacer en fait entre, on voit que c'est Mmh. assez important entre dev et créa, bon 3D. Comment est-ce que vous arrivez à vous interfacer? Quel est le process pour valider chaque step et voir qu'en gros on est bien ISO avec la target quoi. On déploie toujours en continu. À chaque push, on déploie en continu et du coup, les créas testent aussi en continu. Donc, il y a vraiment un échange permanent, en fait. Mhm. C'est, «Tiens, j'ai fait ça, regarde» et soit ça va pas, on en discute. Si ça va pas, on peut mettre des réglages et du coup, il y a c'est toujours un ping-pong, quoi. C'est une discussion, quoi. Ok. Ça roule. Donc aujourd'hui, avec le recul, vous pensez qu'un soft comme Houdini, c'est quelque chose qui peut être intégré dans ce type de process de façon pas industrialisée, mais de façon prod, quoi? C'est quelque chose, ou est-ce que c'est vraiment genre vous avez ramassé un peu et en termes de temps, vous êtes mangé un peu C c'est complètement, ouais, c'est complètement utilisable parce que ce logiciel est tellement versatile, en fait. Enfin, tu peux faire plein de choses avec, ça se met pas uniquement sur des VFX, en fait Ouais, et cette approche un peu dev du truc, parce que au final, c'est un peu ça, quoi. Il y a des nœuds et des fonctions que tu appelles et que tu règles et ainsi de suite. ouais, Ça permet une flexibilité assez folle et par exemple, là, donc là, je vais pas l'aborder non plus, mais par exemple, il y a le sol qui est en pattern, il est intégralement créé sur Houdini, en fait. ok. À la Attends. volée et il est créé sur Houdini, avec, des enchaînements de nœuds, avec des textures, des UV7, particuliers. Donc, il est ouais, le seul et donc la vraie contrainte de ce soft, c'est la courbe d'apprentissage qui est quand même, ouais, Relativement enfin, longue. ouais, c'est un soft, c'est pas intuitif au départ, ouais, clairement. Ok, ça roule. Non, mais c'est intéressant parce qu'on n'a pas énormément l'occasion en fait de parler de d'Houdini. Enfin, on en entend de plus en plus parler, mais dans un workflow de prod, c'est vrai que jusqu'à présent, moi, j'en ai pas. Sur des interviews, on n'en a pas nécessairement parlé, donc c'est quand même cool de savoir bah, que c'est possible et que du coup, bah, les choses évoluent pas mal de ce côté-là. Ok, du coup, je sais pas si qu'est-ce qu'il voulait enchaîner, si c'était encore toi, Flo, ou s'il y avait d'autres. J'avais parlé un peu aussi d'un truc de la réflexion au sol. Ouais, là, je vais parler rapidement aussi du Ouais. bah, je pense que je vais avancer, je vais aller un peu plus vite, mais ça permet aussi de gérer, du coup, les tableaux, par exemple, qui sont placés un peu à la volée et qui viennent d'un FBX séparé, qui sont replacés, du coup, directement dans Houdini et de resizer. Et là, je voulais juste parler aussi d'un dernier truc qui était la réflexion au sol, qui c'est un truc qui revient, du coup, assez régulièrement. Et en fait, cette réflexion au sol, elle est faite via une, caméra qui est flippée en Y et avec une matrice, différente, en fait. Et en fait, la scène est rendue en continu inversé Mhm. et blurré, en fait, pour avoir un peu cette roughness
Ok. Et du coup, tout le temps, cette scène est dessinée en inversé. Et ensuite, elle est appliquée dans les reflets glossy, quoi. Et on peut, du coup, après, l'ajuster aussi comme ça. Et ça permet, du coup, d'avoir des passes plus légères ou d'autres choses. Et c'est ça, c'est le reflet du sol. Et après, il y avait la painting que Romain peut vous présenter un peu plus en détail Ouais. sur l'intégration, le début, quoi. Enfin, sur la J'ai conception. j'ai juste une question avant, excuse-moi, que je n'avais pas vue, my bad. Léon qui nous pose la question, est-ce que ajuster la densité des texels signifie augmenter le nombre de subdivisions? Euh, Pas spécialement, parce que ça vient juste en fait scaler les valeurs stockées dans les vertex en fait. Ok. Le vertex, il n'y a pas besoin d'augmenter vraiment la subdivision, parce qu'après ça va être interpolé. Donc si ça c'est mis à l'échelle et que ça agrandit, ça posera pas de problème derrière. Ok. J'espère que la réponse est suffisamment claire, Léon. Romain, tu veux que je bascule sur ton écran peut-être? Yes, bah, on va pouvoir enchaîner ouais, comme ça sur la deuxième partie du sujet, parce qu'au Ok. final, c'est quasiment deux projets en un. C'est sur du coup la fameuse œuvre augmentée. Du coup, il a fallu en fait réfléchir à qu'est-ce qu'il y a autour de cette peinture toute plate, quoi. Parce que du coup, on sait que ça représente une fontaine. On sait que du coup, c'était à Berlin, parce que du coup, ils nous ont filé des archives et tout, vous le verrez. Mais on s'était dit au début, pourquoi se bloquer sur. Enfin, c'est péjoratif ce que je dis, parce que c'est pas péjoratif ce que je veux dire, parce que du coup, c'est pas se bloquer dans l'univers de l'époque, mais on a réfléchi aux potentielles autres idées qu'il pouvait y avoir autour de cette œuvre. Et en fait, direct, on avait posé des vieilles photos juste pour expliquer à toute l'équipe qu'est-ce qu'on imaginait. Donc évidemment la V1, et c'est la V1 qu'on a gardée. Souvent, c'est la V1 qui reste, c'est la première idée et c'est souvent Ouais. la bonne entre guillemets. Mais C'est du coup, ça. c'était du coup de réfléchir à un milieu clairement de l'époque. Après, on s'était dit avec Thomas, vas-y, pourquoi pas en fait, c'est l'angle de caméra en fait de la vue de l'artiste. Donc on a la première personne et en fait, si tu regardes autour de toi, tu étais dans la room en fait où JEH a créé la peinture. Pour aller plus loin, il y avait une autre V3 qui était un peu similaire. C'était en gros, on le voyait, mais à la troisième personne. Et pour aller encore plus loin, on imaginait même limite Maman, j'ai rétréci les gosses avec du coup l'œuvre, enfin l'univers de l'œuvre en miniature. Et en fait, quand tu tournes, tu es vraiment dans un espace super fat. Et même, je crois, en bonus, on avait une autre version de Greg, mais en fait, elle était plutôt pas mal. Mais en termes de timing, ça aurait été assez chaud à réfléchir. C'était en fait imaginer un univers totalement insolite ou imaginaire. Tu vois, là, c'était une œuvre d'une place située à Berlin, mais on aurait pu imaginer, je sais pas, une jungle à côté, enfin créer un vrai univers nouveau autour de la peinture. Mais pareil, là aussi, on aurait eu des soucis sur les droits pour valider aussi du coup cet univers un peu what the fuck. Donc, on est resté sur cette version, comment dire, rationnelle, qui est on est parti des archives. Oh, faut que je dézoome. On est parti des archives que nous a filé le client, donc c'est très cool, on en a eu plein. Et Agathe a fait parler sa magie, elle a reproduit, elle a essayé de reproduire ce qu'il y avait autour de cette peinture en modélisant toute la place, en modélisant le lieu, en peignant chaque texture, chaque petit objet pour recréer tout cet espace qu'il y avait autour, autour de l'œuvre. Et dans les archives aussi, ce qui était plutôt cool, c'est qu'on avait les plans aussi de l'artiste qui a commencé à justement faire ses plans pour créer tout ça. Donc, c'était génial d'avoir toutes ces archives pour réfléchir à cet espace, quoi. Donc voilà. Donc après, si tu veux enchaîner pour la partie technique justement après de comment rendre tout ça, je peux passer la main du coup à Flo. Ouais. Et du coup, donc tous les assets ont été peints à la main vraiment. Vu que c'était une peinture, on n'avait pas besoin de lighting dynamique parce qu'il y a quand même un côté très stylisé en fait à appliquer là-dedans. Donc
tout a été intégralement peint à la main avec des projections d'images et c'est Agathe qui a fait un travail incroyable dessus, où elle a modélisé donc chaque élément du décor et ensuite elle pouvait l'intégrer dans sa scène 3D en Maya et exporter du coup un FBX de cette scène. Et ensuite les personnages donc ils ont été modélisés séparément, donc ils ont été modélisés séparément du décor et du coup il y en avait quand même pas mal et donc il y a un truc qui est hyper intéressant à utiliser pour réduire les draw calls, c'est d'utiliser Simplygon. On a utilisé Simplygon qui permet en fait, donc je pense qu'il y en a qui le connaissent déjà pas mal. Et en fait ça permet donc on a ces mèches séparées et en fait ce tool il va permettre de les merger. Donc on va pouvoir les merger, là on les sélectionne tous, on les merge et en fait l'avantage de ça, c'est qu'il te redéploie tous les UV qui vont bien dans un seul matériel, et qui rebake aussi la couleur dans cette texture et donc là voilà, on obtient cette texture qui est, où tu as tous les personnages qui sont mélangés dedans en fait et ça permet du coup de réduire complètement les draw calls. Parce qu'au début on partait sur une normal map et une diffuse pour chaque et donc en fait on a pu merger en fait tous les persos par batch de 4 pardon, avec un baking. Donc en fait on se retrouvait qu'avec une texture pour 4 personnages. Et ensuite ces personnages ils sont repartis chez Agathe qui a peint du coup par-dessus pour avoir les bonnes intégrations dans la peinture en fait. Pour avoir les bonnes conditions de lighting et peindre là au sol et du coup après pour que ça donne ce rendu. Question rapide là, parce que c'est vrai qu'on dit souvent il y a un tel, un tel, un tel. En tout et pour tout, vous avez été combien de personnes, tech, créa, enfin tout confondu, tout le monde confondu, environ? Sur le Alors, projet, sur le projet, on était en prod pure, on était 12. On Ok, était, attends, parce que j'ai mis les photos au tout début, on était, je pense, 5 ou 6 devs. ouais. 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est ça. N'oublie Et personne côté surtout, hein. créa, non, 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 ça c'est toujours le piège. Bien Et sûr. côté créa, on était 4. Du coup, Agathe et Anto côté 3D et Thomas et moi côté du coup UI design, le petit truc à côté, tu vois, qui est moins tech. Mais Et enfin voilà. côté, Et du coup, il y avait Juliette en producing ouais, Big up qui Juliette. gérait le projet. Et on n'oublie pas aussi Loïc, parce que du coup, on ne parle pas trop du son. Mais du coup, il y avait un vrai taf sur le son, parce que du coup, avec le casque, ça a d'autant plus d'importance pour que le projet soit encore plus immersif. Ouais. Donc, Loïc, avec qui on bosse beaucoup, nous a encore fait un taf ultra cool pour C'est justement sublime. avoir cette dualité aussi. Enfin, je le dis plein de fois, dualité ce soir. Mais cette différence de son quand tu es à la fois dans le musée et à la fois, du coup, tu sors du musée un peu, tu es à l'extérieur. Ouais. Et du coup, le son qu'il a créé, il match parfaitement, quoi. Loïc, dis-moi si je dis une bêtise, mais le studio, c'est Press Play on Tap, c'est ça? c'est ça, ouais. Oui, Ok. ouais. Alors ça fait plusieurs fois du coup que... D'ailleurs j'en ai parlé avec Greg qui est certainement encore dans le chat. Et ça fait longtemps que je dis il faut que j'accueille une personne qui soit spécialisée dans le son parce que c'est tellement, tellement important. Il m'a dit t'inquiète pas, je vais t'arranger ça avec Loïc peut-être qu'il viendra. Donc voilà, le message est passé. Du coup, ouais, du coup, donc il y a cette scène donc, qui a été peinte avec tous les personnages et tout ça. Et il y avait rapidement un truc qui était assez important dans ce qui est caractéristique dans cette peinture, c'est la réflexion sur le bol en fait, euh, où il fallait vite se pencher sur le sujet. Et en fait, le truc, c'est que la technique de réflexion sur le sol que je vous ai montré tout à l'heure, elle pourrait pas fonctionner sur des surfaces comme ça en fait. Parce que là, pour le coup, la caméra n'a pas de projection telle quelle. Mais une cube map classique ne fonctionnerait pas trop non plus parce qu'elle est posée sur un pylône en fait. Du coup, la solution qu'on a trouvée, c'était de mixer en fait les deux techniques. Donc en fait, on a quand même une partie où on dessine sur le dessous la scène à l'envers et une partie qui va être la cube map. Et en fait, en un seul dessin, grâce au vertex color, on peut mixer soit l'un soit l'autre. Et les vertex color, du coup, c'est des informations de couleur qu'on peut rajouter en plus sur le modèle. Donc ça permet pas mal de triche en fait, ce truc, parce que ça permet vraiment de
rajouter des informations en plus et de les peindre. Donc en fait, on peut faire un peu pas mal de choses avec. Et, et donc du coup, c'est comme ça que la réflexion est gérée. Et il y a aussi le mesh est découpé en fait en dessous. Il y a une partie du mesh qui est découpée et qui est appliquée du coup en tant que masque pour vraiment dessiner uniquement cette partie. C'est pour ça que si on cache, là c'est le rendu là de la caméra flippée. En fait, on verra que ça en fait. Et la cube map aussi, elle a été générée du coup via Unity, où en fait on a aussi une surcouche de GLTF, Unity GLTF, qui permet d'exporter des GLTF en fait depuis Unity, et on peut venir la touler un peu cette couche. Et là, pour le coup, on a une sphère de réflexion qui est ici, et on peut exporter en fait cette cube map. Donc ça permet en fait de décharger aussi la partie 3D où elle a pas vraiment à régénérer ses cube maps ou ce genre de choses en fait. Et on a directement l'output comme on veut, à l'endroit où on veut. Et l'avantage d'avoir Unity aussi en tant que passerelle, c'est qu'il est un poil plus, il est plus accessible que Houdini déjà. Et ensuite, il permet d'avoir accès à des fonctionnalités qui peuvent être un peu plus galères à mettre en place en temps normal, comme la compression des textures ou ce genre de choses. Euh, Là, on peut directement en fait venir touler ça, faire des scripts par-dessus, et derrière, on peut choisir en fait de les compresser. Et là, du coup, on peut rajouter des settings et compresser, et avoir les textures compressées directement derrière. Et à partir du coup de cet export, bah, on arrive à la scène avec la réflexion et la cube map. Ça permet aussi rapidement d'ajuster des choses sans avoir à éditer un fichier, parce que du coup c'est un projet, on peut le repusher, on peut l'éditer, et ça permet d'éviter de modifier un fichier, le remettre, le repartager. Et on peut aussi du coup rajouter des choses à la volée qui sont uniquement liées au dev, comme ici il y avait juste les hotspots qu'on place pour la position des sources audio. Comme on a parlé du son tout à l'heure, du coup il y avait des sources audio qui sont spatialisées. Donc en fait on peut pas positionner ici les sources audio et c'est exporté dans le GLTF final. Ah, le son spatialisé, c'est vrai que là, en termes d'immersion, on est au top, quoi. Du coup, Ouais. c'est vrai que j'avais pas réalisé, en fait, pourtant vous l'avez dit, hein, mais comment est-ce que c'est géré, en fait, finalement, tu peux placer, en fait, des sources sonores différentes, ou comment tu fais, en fait, pour arriver à spatialiser un son sur un truc comme ça? Là, on a utilisé Howler, qui Ouais, permet du coup, mais dans l'API native Web Audio, il y a ça aussi, où en fait tu peux d'accord. lui définir une position 3D. Tu définis une position 3D que tu updates un peu en continu, et une position d'un listener. Et en fait, il gère le pan comme ça. Il faut bien, enfin, c'est un peu galère de trouver aussi les bonnes configs d'atténuation et de choses pour pas que tout vienne se mettre un peu en cacophonie. Mais Mhm. et du coup, oui, c'est géré via la Web Audio API. Ok, bon, d'accord. Ok. Ouais, je pensais qu'il y avait vraiment des trucs particuliers, mais c'est cool déjà si tu as une surcouche, même si j'imagine qu'il doit y avoir quand même un peu de tweak à faire derrière, effectivement, mais ok. Et du coup, ensuite pour les FX, on a voulu donner un peu plus de vie à la scène, donc en rajoutant du vent là sur les arbres, ou la fontaine qui bouge aussi. Et en fait, ça aussi, c'est des vertex color qui sont utilisés. Donc en fait, on rajoute une subdivision sur le tronc, et pour avoir juste un seul draw call. Et en fait, on vient juste peindre les vertex sur un niveau de rouge à différents niveaux en hauteur. Et ensuite, c'est juste un shader de faire un mouvement sur l'axe XY. Et en fait, rapidement, on peut avoir un effet sympa de vent dans les arbres, comme ça. Et à moindre coût, en fait, en termes de perf, vu que ça reste un seul draw call. Pour la fontaine, c'est une technique de flow map qu'on a utilisée, où on vient, du coup, alors là, j'ai pas de captation pour ça, mais c'est fait c'est sur Substance. Et avec Substance, en fait, tu peux peindre en fonction de la normale et de la direction de ton brush, tu peux avoir la direction globale du tracé en fait. Et derrière, ça t'exporte du coup une map comme ça là, qui correspond par rapport à la fontaine, qui va te donner une direction en continu. Et en fait, en venant mixer en fonction du temps, et en venant mixer en fonction de l'information aussi du déplacement de la map, bah, en fait, tu peux blender et avoir un effet de flow continu comme ça. Donc des astuces en fait qui coûtent pas très cher et qui peuvent rajouter des choses en fait en termes de perf.
Et ensuite, oui, il y avait toute cette partie WebXR qui était à implémenter aussi. Donc je sais pas si Romain, tu veux présenter un peu quelques trucs dessus ou... Bon, c'était très rapide, c'est juste sur lui. Du coup, il y avait cette notion ouais, de devoir travailler sur une UI à la fois du coup sur le web, mais aussi pour l'XR. Et fallait tout découper entre guillemets en images pour pouvoir les retranscrire sur le XR. Fallait réfléchir à les boutons retour en arrière, etc. C'était du coup sur la télécommande, en fait, on highlightait, je peux pas zoomer, on highlightait en fait sur la petite télécommande le bouton pour t'indiquer à quel endroit faut cliquer pour pouvoir faire ceci, faire cela. Il fallait mettre des petites étiquettes comme ceci pour indiquer chaque interaction. Donc il y avait vraiment ce travail de créa pour chaque interaction qu'il fallait multiplier fois deux pour cette partie. Et puis aussi ces petites anecdotes d'information par rapport au projet. Sur le site, tu pouvais aller dans le About pour avoir des informations. Là, du coup, on avait imaginé c'est comme ce petit carton d'invitation en fait que tu avais quand tu levais ta main gauche. Et du coup, tu avais recto verso pour voir un peu ces informations. Donc, c'était un peu ces petits tips qu'il fallait réfléchir. Et puis, après, voilà quoi. C'était en anglais et en allemand ce site. Donc, du coup, Deux il y fois plus avait d'assets, du coup, j'imagine. Tu doubles tout à chaque fois. bah, faut copier-coller quoi, ça va, mais c'est ça en plus à faire. Ok, Mais voilà. ok. Et du coup, après, ça fait un petit bordel, ouais, un petit bordel sur Figma pour le web, le mobile, le XR. Et puis, pour terminer, ouais, côté créa, ce qu'on essaye de faire, c'est mettre en place des motions d'intention pour tout simplement montrer aux devs ce qu'on imaginait en fait en termes d'animation. Et c'est des choses après qu'on discute ensemble, qu'on améliore ensemble pour crafter justement après le site et c'est ce qui donne envie après de naviguer du coup dans le site. On fait ça sur After et puis après ça dépend des workflows. Soit on envoie le After Effects et puis le dev se cale sur le easing de l'After Effects ou soit c'est à l'œil et puis après entre créa et dev on s'appelle et puis on cale les easings ensemble directement. Ok. Mais par contre, Voilà. les animes sont. Quelle est la proportion de, on va dire, des. Est-ce que c'est vraiment des animes qui sont toutes pensées en amont en créa ou est-ce que quand même il y a un degré de liberté? On en a vu tout à l'heure Ah, effectivement que il y en avait visiblement, vu ce que disait Flo, mais j'imagine que. Ouais, il y a un ah degré. ouais, complètement. Ouais, Il y a quand même un gros degré de liberté parce qu'on ne va pas animer tout le site. Déjà, en termes de timing, ça serait impossible. ouais, On vient là pour animer le principal pour un mood. C'est comme un mood, en fait, presque. Un mood plus, tu vois. C'est pour vraiment les aider à avoir cette touche aussi que nous, côté créa, on aime bien avoir, le petit easing qui fonctionne bien sur le bouton. ouais. La petite anime qui fait que tu as envie de cliquer, quoi, entre guillemets. Quoi. Ah, bien sûr. Ok. Donc voilà, mais après, il y a cette liberté, oui, côté dev, et c'est ça que moi je kiffe, c'est que justement, une Ouais. idée que je peux poser sur After Effects, ça en anime une autre, ça en donne une autre côté dev, et c'est cet échange qui fait que après on est content du résultat au final. Hmm, J'aurais bien dit quelques mots aussi sur la... On pensait me dire quelques mots sur la WebXR aussi, un peu Yes, plus carrément. côté. Et du coup, donc la WebXR, faut vraiment dessiner sur deux écrans et ça tourne vraiment dans le navigateur. Et, et en fait, le vrai souci, le problème, le premier problème auquel on est confronté, c'est sur les performances en fait, parce qu'on est vite très bridé, parce Ouais. que c'est un peu, il fallait que ça tourne sur Oculus Quest 2, donc et donc en fait, on a fait toute une série de prototypes où on testait en fait justement voir jusqu'où on pouvait aller avec un budget de texture et un budget de WebGL en fait. Enfin,
Donc ça fait partie vraiment du process de proto. Donc justement, il y avait une question tout à l'heure qui posait par rapport à la créa et les devs qui avançaient pendant la créa. Ça, c'était ces phases-là, en fait. C'est les phases de qu'est-ce qu'on peut faire avec, comment on peut tirer le device et comment on peut développer autour de ça, en fait. Et parce qu'il y avait quand même aussi à un moment, on peut changer les effets et ajuster les effets comme on veut dans la prise de photo. Et on parlait ça parlait d'un depth of field en real time. Et en fait, ça, il faut vite le prototyper et voir pour se rendre compte que ça risque d'être difficile de le faire tourner ou ce genre de choses, en fait. Donc, c'est vraiment les phases de prototypage qui sont ultra importantes. Et ensuite, donc, vraiment en cours de route, on teste des concepts. Et ça, c'était vraiment pendant la créa, donc il n'y avait pas vraiment de 3D ou ce genre de choses, en fait, mais de produites, on va dire. Et ça, après, ça, tu vois, c'est sur des assets encore de dev. Mais du coup, on peut quand même avoir une prévisu de comment on se déplace, de comment on va interagir avec tout ce monde, en fait. Et poser une couche très vite des briques de fonctionnalité, en fait, pour être sûr qu'on est sur la bonne route ou qu'on est sur qu'on va dans le bon sens, quoi. Et, et après, voilà, donc t'as tout le process du UI. Ouais. C'était trop stylé parce que du coup, ça, ouais, nous, même côté créa, Flo nous l'avait envoyé, puis on avait chacun notre petit Oculus et on pouvait déjà le tester et se dire, enfin, tout de suite ce qui fonctionnait pas. Et comme il l'avait dit tout à l'heure, c'est directement comme ça qu'on a procédé. Il nous disait, tiens, j'ai push ça, et on procédait au fur et à mesure comme ça. Et c'est pour ça que même en côté UX, au final, on revenait en arrière sur des choses et on choisissait telle ou telle interaction. Il y a une question rapidement dans le chat de Sin qui demande si est-ce que c'est une lib WebXR précise pour j'imagine, je sais pas, il parle du Blink Teleport. Ouais. Je sais pas si ça vous... Non, il n'y a pas de lib WebXR précis. C'est vraiment construit autour de uniquement WebXR, en fait. Ok. Purement l'API. Oui, purement l'API. Qui, du coup, elle, est complète en son sens, mais où elle renvoie vraiment juste ces informations-là, quoi. Elle va renvoyer des informations de où est-ce que tu dessines, où est-ce que tu te situes. Tu peux rajouter des layers ou ce genre de choses, mais après, il faut construire autour de ça, quoi. Comme une application WebGL classique, quoi. Ok. Et il y a une question un peu plus terre à terre, je dirais, mais à la fois, c'est vrai, de JB qui demande est-ce que ça fait pas mal au crâne de bosser toute la journée avec un casque VR? Ouais, et ça devient du coup très important de développer en même temps les passerelles, en fait. D'accord. Donc du coup, il y a ce genre d'outil, de plugin qui est WebXR Emulator, je sais plus. Mais il y en a qu'un seul de toute façon. Tu tapes WebXR dans Chrome Ok. et t'as que celui-là. Euh, et en fait, ça te permet vraiment de tout simuler. Et tu simules vraiment le comportement dans ton navigateur. Et tu peux même appliquer le stéréo effect pour voir si tu veux les deux écrans qui vont être dessinés. Et ça permet de mettre le casque uniquement quand il faut le mettre parce que ça peut vite ça peut vite donner mal à la tête, ça peut vite être contraignant, en fait. Ok. Après, l'avantage du WebXR, c'est que tu as juste à lancer ton serveur en local et tu le testes directement, quoi. Ouais. Niveau QA, les devices, ça pose des contraintes en termes de device. Oui, forcément. Mais déjà en QA, c'est le même principe qu'une recette WebGL, parce qu'au final, on va tout tester. Le site doit tourner en WebGL, donc ça, c'est les mêmes contraintes. Mais après, forcément, pour les tests, il faut que tout le monde, toutes les personnes qui vont tester, doivent avoir un casque, quoi. T'es obligé, en fait. Mhm. Donc oui, ça pose des contraintes personnelles, enfin d'organisation, en fait. Mais c'est un casque Oculus à avoir, quoi. Du coup, ben, je te laisse continuer, Flo. Je sais pas si tu avais d'autres Pas, ouais, slides particulières. pas vraiment Ok. beaucoup plus de choses. C'est juste Ok. sur le texte qu'au final, ça aussi, c'est vu qu'il faut tout dessiner en XR, le texte, ça peut vite devenir une galère parce qu'il faut réimplémenter un rendu de texte avec des quads, avoir les bons quads et découper la fonte. Et on se rend vite compte que le CSS, c'est bien aussi, en fait. D'accord. Ok. Je regarde et je lis en même temps dans le chat, mais moi, une question d'ordre un peu plus général, du coup, est-ce que vous pensez que ce genre d'XP aujourd'hui, c'est ultra avant-gardiste ou est-ce que c'est quelque chose qui aujourd'hui est suffisamment stable et peut vraiment, je dirais, être en devenir? Moi, je Qu'est-ce- pense que c'est pas forcément plus avant-gardiste que ça, parce que
je pense que, comme je l'ai dit, la réalité virtuelle, je pense qu'ils l'utilisent déjà pas mal, même pour des choses un peu lambda comme les agents immobiliers pour trouver une maison, un truc comme ça. Il y a déjà des logiciels pour ça et tout. C'est juste que là, ce que Meta veut faire, c'est démocratiser ça, mais sur le web, parce que du coup, sur le web, on se rend compte qu'on peut utiliser ça, la réalité virtuelle directement par le web, et il n'y a pas besoin non plus de demander à l'utilisateur de télécharger un truc, de faire ceci, faire cela. Là, tu tapes l'URL et tu te rends directement dessus, quoi. Et donc, du coup, c'est pour ça, je pense que ça pourra être utilisé de manière pas quotidienne, parce que c'est pas le mot, mais De se plus régulièrement, démocratiser. quoi. Ouais, ok. Ouais, de se D'accord. démocratiser, exactement. Ok. Et, euh, et après, autre question, alors qui n'a rien à C'est ce voir, que j'y mais pense. non, C'est mais ce que je pense après. c'est cool c'est cool d'avoir un retour d'expérience en tout cas. Juste, j'avais une question aussi pour Anthony. Concernant en fait, toi, ton point de vue de artiste 3D Emotion, en fait, est-ce que dans la communauté, parce que j'imagine que tu as quand même pas mal de confrères et autres, cette compétence en fait de pouvoir faire donc de la 3D du motion dans un cadre, je dirais, web en fait, hein, et temps réel, mais web, pas temps réel jeu vidéo pour le coup. Est-ce que c'est quelque chose du coup qui est une denrée rare finalement et tu as des skills qui sont hyper convoités maintenant ou est-ce que c'est des choses que tu vois de plus en plus arriver? Je pense que c'est des choses, c'est une bonne question parce que c'est vrai que souvent, enfin, il y a énormément de profils différents en fait là-dessus. Mais je pense pas que c'est une denrée rare. Je pense que c'est de plus en plus on y arrive. En fait, le motion et la 3D, c'est quelque chose qui se mélange parfaitement. Tu vois, le côté temps réel, ça arrive de plus en plus. Moi, j'ai pas mal de confrères je veux dire, la 3D est de plus en plus accessible aujourd'hui, en vrai. Euh, Blender arrive en force, tu peux tout faire avec ces outils-là. Je pense que aujourd'hui, la compétence technique, c'est-à-dire avoir des notions un peu de temps réel dans la 3D, je pense que ça arrive de plus en plus, parce qu'avec aussi l'arrivée de Unreal Engine, etc., on a de plus en plus d'artistes 3D qui sont vraiment, qui arrivent, enfin, qui sont vraiment, qui connaissent vraiment le monde du temps réel. Donc, je pense pas du tout que ce soit une denrée rare. Après, je pense que c'est plus au niveau de l'œil, de travailler son œil, son style, voilà, qui peut faire, on va dire, une différence sur un projet en termes de profil. Mais je veux dire, en vrai, je pense que ça se démocratise de plus en plus. Les outils sont accessibles. Aujourd'hui, la 3D n'est pas devenue, la 3D est devenue plus facile. C'est pas facile de faire la 3D, mais c'est devenu beaucoup plus facile qu'avant. Il y a énormément de ressources sur Internet. Je veux dire, aujourd'hui, tout le monde peut faire de la 3D, toucher à la 3D, voilà, etc. Donc, je pense que ça va se démocratiser énormément. Après, je trouve que c'est super intéressant. On est vraiment une équipe justement chez MMP. Et c'est super intéressant de travailler main dans la main avec les devs. En fait, moi, ça m'a toujours passionné. J'ai fait ça depuis mes premières années professionnelles. Et en fait, ça permet de comprendre vraiment, c'est vraiment un lieu commun de dire ça, mais de travailler avec un métier voisin, ça permet vraiment d'améliorer en fait son propre métier, sa propre compréhension. Et du coup, c'est en fait, voilà, pour un exemple concret des madcaps, tu vois, Flo m'a donné cet exemple sur un présent projet, je l'ai réutilisé. Donc en fait, je pense que ça va se démocratiser et je pense que vraiment le truc, c'est de tout simplement de discuter justement avec d'autres corps de métier pour justement donner une plus-value aux siens. Voilà, c'est ça en tout cas personnellement, je trouve très intéressant. Mais en tout cas, oui, je connais pas mal de confrères voilà, qui se mettent de plus en plus au temps réel ou au contraire qui se calquent sur l'univers cinématographique, donc plus en Mhm. précalculé. Ouais. Donc, après, c'est vrai que ces deux milieux sont vraiment. En général, on fait soit du précalculé, soit du temps réel. Mais en fait, en vrai, les deux sont complètement liés. Donc, je pense que ça arrive de plus en plus et puis c'est déjà là, hein.